Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept ultra important dans le poker qui s'appelle en fait le concept de range. Donc, on va traiter un petit peu des différentes parties qu'on peut voir avec les ranges. On va expliquer dans un premier temps le concept général. Après, je vais un petit peu déterminer l'éventail de nos différentes ranges d'open en fonction des situations qu'on peut avoir à la table en 6 max. Ensuite, on va parler de comment réagir à un open. Donc on va voir quand est-ce qu'on est censé call, quand est-ce qu'on est censé 3 bet, euh, selon les situations. Et il y a des fois où on va voir qu'il faut faire un petit peu des deux de temps en temps. Et enfin, pour conclure, on va voir comment est-ce qu'on peut s'adapter avec la connaissance des ranges aux différents profils des adversaires et comment est-ce qu'on adapte la construction de nos ranges aux différentes situations. Alors, on va commencer par le concept. Alors, tout d'abord, les ranges, à quoi ça sert? C'est un concept ultra clé dans le poker. En fait, pour simplifier ce que c'est qu'une range, ça va être l'éventail des mains qu'on va jouer selon une situation et selon le déroulé d'un coup. Donc en fait, on va faire une espèce de tableau avec toutes les mains potentielles, c'est-à-dire on va aller de paire d'As à paire de 2, en passant par As2, As3, As4, etc. Donc en fait, déterminer toutes les mains potentielles et un petit peu colorier en fait quelle main on va avoir dans une situation, quelle main on va pas avoir dans une situation. Euh, En fait, dans un coup de poker, on a un process thinking qui est le suivant. On va déterminer la range de notre adversaire, donc quelles sont les mains potentielles qu'il va avoir dans une situation. Nous, on va en déduire notre range à nous théorique qui peut gagner de la value sur l'adversaire. Donc si jamais on le met sur des mains très très fortes, on va savoir que nous, on a plus envie d'avoir des mains fortes également. S'il a plus de mains faibles, on va pouvoir déterminer euh, à quel point on ajoute des mains plus faibles dans notre range. Et petit à petit, au fur et à mesure d'un coup, donc il y a les ranges pré-flop, et petit à petit, il y a les ranges au flop, à la turn et à la river qui vont en fait s'affiner en fonction de la situation. Donc on va réduire petit à petit l'éventail des mains que notre adversaire a dans une situation, et à la fin, selon la cote, donc selon la mise qui va être mise par l'adversaire dans un pot, on pourra prendre notre décision en se basant sur les cotes mathématiques de la situation et sur la range théorique de notre adversaire. Donc on va prendre un exemple pour illustrer ça très très facilement. On suppose qu'on joue contre un adversaire. Il s'est passé différentes choses au cours du coup. Et à la fin, donc à la rivière, sur un board As, Roi, 9, As, 9, Roi, 8, 2, Rainbow, on estime que notre adversaire a cette range-là. Donc il a des mains fortes, As-As, As-Roi, paire de Roi, As-Dame, Roi-Dame, et des mains un peu plus faibles, et quelques bluffs qui vont être paire de 5, paire de 4, paire de 3, paire de 2, etc. Supposons que sur ce board, nous on est paire de Dame, et qu'on mette notre adversaire sur la range que je viens de montrer. On peut calculer avec ce board l'équité de notre main contre la range de l'adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en déterminant contre combien de mains on gagne et contre combien de mains on perd, on a une probabilité générale de gagner ou perdre contre la range totale de l'adversaire. Donc ici, avec notre paire de dames, on va avoir une probabilité d'à peu près 47% de gagner contre la range de l'adversaire. Si à la river, notre adversaire décide de miser par exemple 15 blindes dans un pot qui fait une vingtaine de blindes, nous, il faut qu'on gagne, selon le calcul des cotes. Je ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur comment est-ce qu'on détermine nos cotes et comment est-ce qu'on prend nos décisions en fonction. Là, en l'occurrence, 15 blindes dans 20, ça veut dire qu'il nous faut gagner 27% du temps pour être rentable à call. Là, on a vu qu'avec notre paire de dames, on avait 47% de chance de gagner contre la range de l'adversaire. Donc de temps en temps, on va perdre, même 53% du temps, en supposant évidemment théoriquement qu'on ait bien estimé la range de l'adversaire. Ça, c'est sans doute le plus compliqué dans un coup, mais dans la théorie, supposons qu'on ait bien estimé la range de l'adversaire, et ben avec notre paire de dames, on a 47% de chance de gagner, alors qu'il nous faut théoriquement 27% du temps euh, pour être rentable. Donc là, on va systématiquement call s'il mise 15 bébés dans 20 bébés, qu'on estime qu'il a cette range et que nous, on a cette main dans cette situation. Donc là, on voit bien en fait l'avantage de déterminer la range, d'être capable de calculer l'équité de notre main, ou parfois même une étape au-dessus, de calculer l'équité de notre range contre la range adversaire. Et en fonction de ces calculs, on va pouvoir prendre notre décision et être rentable en fait sur le long terme. Là, par exemple, bon, il a peut-être paire d'As, hein, ce qui lui fait brelan et qui bat largement notre paire de dames, il a peut-être As-Roi des mains comme ça. Mais s'il a cette range dans cette situation et qu'il va toujours miser 15 blindes dans 20
avec cette range ici, et qu'on call une infinité de fois dans cette situation, bah, on sera largement rentable sur le long terme. Donc voilà, on a 47% de chance de gagner contre sa range, et on décide de call ici. Maintenant, on va parler des ranges préflop. Les ranges préflop, en fait, c'est quelque chose de super important, c'est même à peu près 80% du taf dans un coup de poker, parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer tout le coup. Alors après, il y a ce qui se passe au flop, ce qui se passe à la turn, ce qui va se passer à la river. Cependant, avoir des ranges préflop bien définis, ça nous permet dès le début de savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport au range de l'adversaire. Avoir des ranges plutôt, comment dire, tight, plutôt serrés, ou des ranges plutôt loose, plutôt larges, ça va nous permettre en fait de pouvoir affiner plus ou moins les décisions. Par exemple, si notre adversaire a que paire d'as, paire de roi dans un spot, bah c'est bien de le savoir, d'estimer sa range, et nous de pouvoir se battre contre cette range-là, en connaissance de cause. Notre but, ça va être d'avoir des avantages de range, ou au moins d'avoir suffisamment d'équité contre la range adverse, pour pouvoir suivre certaines mises. Par exemple, quand on le sait bien, quand UTG va open, nous en big blind, on a des mains beaucoup plus faibles si on just call. Donc en fait, on sait que l'adversaire a un avantage de range, puisqu'il contient beaucoup plus de mains fortes que nous. Cependant, et ça je vais l'expliquer plus en détail après, cependant, étant donné qu'on a déjà mis une blinde dans le coup, c'est très souvent rentable d'accepter d'être dominé en termes de range, mais de quand même suivre et d'essayer de jouer le coup. Donc là, il y a un concept qui est super important et qui explique un petit peu comment est-ce qu'on construit les ranges, comment est-ce que la théorie du poker a construit les ranges. Supposons qu'on est premier à parler à la table, donc on est UTG, on s'est fait distribuer les cartes, et on doit décider de rentrer dans le coup ou de ne pas rentrer dans le coup. Il reste encore, si on est le premier à parler UTG, il reste 5 personnes à parler derrière nous. Donc supposons qu'un adversaire ait, on va dire, 15% de chance d'avoir des mains fortes entre les mains. Il y a 15% de chance que notre adversaire à gauche, donc hijack, ait 15% de main forte, donc il y a 15% de chance qu'il ait une main forte. Cutoff, il y a aussi 15% de chance qu'il ait une main forte, bouton aussi, small blind aussi, big blind aussi, etc. Donc en fait, il y a quand même énormément de chances que si on rentre dans le coup, derrière nous, il y ait au moins une personne qui se réveille avec une main très forte. Donc sachant ça, étant donné que quand on rentre dans le coup, on va avoir un avantage de range, c'est important de savoir que plus on va être premier à parler, plus il reste des gens à parler derrière, et plus il va falloir qu'on joue serré. Donc ça, c'est ce qui explique en fait comment est-ce qu'on a construit les ranges au poker, les ranges pré-flop. Donc pour simplifier ça en une phrase, plus on avance dans les positions, moins on va avoir de chances de tomber sur des meilleures mains derrière. A l'inverse, plus on est early dans les positions, plus on a de chances de tomber sur des meilleures mains derrière. Ce qui veut dire que plus on va avancer en termes de position, plus on va se rapprocher du bouton, puis de la small blind, etc., plus on va pouvoir jouer plus de mains, parce qu'il y a moins de chances que les joueurs derrière se réveillent avec des mains meilleures. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différentes ranges d'open théoriques qu'on va avoir selon les différentes situations. Déjà, il faut savoir que selon le nombre de blindes qu'on a, on va pas open les mêmes mains. Si on a beaucoup de jetons, on va open, selon les situations, plus de mains, parce qu'on va avoir plus de marge de manœuvre. Si on a moins de blindes, on va open moins de mains, parce qu'on a besoin d'avoir des mains plus fortes pour pas perdre tout notre stack. Quand on a 100 blindes, on peut se permettre de jouer des coups un petit peu tricky, où on va potentiellement être dominé par la range de l'adversaire. Donc par exemple, on va jouer des mains plus faibles, UTG comme As-10 off ou Roi 10 off de temps en temps, des mains comme ça. Et plus on réduit notre nombre de blindes, moins ça va être intéressant de prendre ce genre de risque. Donc là, à 100 blindes, ce qui est en vert, ça va être ce qu'on va open 100% du temps. Et ce qui est en bleu, c'est ce qu'on va open de temps en temps. Ça, c'est des ranges théoriques, c'est des choses que vous allez pouvoir appliquer, mais il ne faut pas les appliquer bêtement en se disant c'est dans le tableau, donc je l'open. Typiquement, bon, des mains comme paire d'as, as-roi, des mains comme ça, bien sûr que oui, mais des mains un petit peu plus tricky, comme 6 et 7 suité, comme As-10 off, même comme des mains Roi 8 suité, Dame 8 suité, des mains comme ça. C'est des mains, en fait, selon les profils adverses. Si les gens sont un petit peu trop serrés, ou si les adversaires sont au contraire pas assez serrés, on va pouvoir ouvrir plus ou moins de mains. Donc c'est important de savoir que les ranges, c'est des choses théoriques qu'on fixe au début, mais il faut savoir un petit peu dévier de cette théorie pour être plus serré si les adversaires en face par exemple sont meilleurs. Nous on va préférer jouer des mains plus fortes, jouer plus les forces de nos mains si les adversaires nous mènent la vie dure post-flop. A l'inverse, s'ils sont pas bons, qu'ils fold de trop ou qu'ils sont vraiment pas bons et qu'on a beaucoup d'edge à la table,
on va pouvoir se permettre de jouer des mains plus larges pour jouer plus de coups en fait et prendre plus d'argent aux adversaires de la table. Mais il y a toujours quand même cette volonté d'ouvrir de plus en plus large au fur et à mesure qu'on avance dans les positions. Donc ici, la range du TG par exemple, c'est As-10 off plus, Roi 10 off de temps en temps, mais vraiment il faut éviter. Ça c'est encore une fois à 100 blindes. Roi 10 off, Dame 10 off, Valet 10 off, tout ça c'est des mains quand même assez faibles quand on est UTG. Donc c'est des mains qu'on va préférer pas open. Des Roi 9 suités, Dame 9 suités, Valet 9 suités, c'est des mains qui se comportent très bien. D'autant plus qu'on a une main suitée, donc ça nous rajoute presque 5% d'équité contre une range. Donc c'est quand même vachement intéressant d'ouvrir beaucoup plus de mains suitées. C'est pour ça ici qu'on voit que notre range est composée majoritairement de mains suitées et de mains très fortes off. La main la plus faible en off qu'on va open, ça va être contre des joueurs classiques, ça va être Roi Valet off. Et encore, Roi Valet off, il y a des situations où on va devoir la fold. Donc ça, c'est les ranges UTG qu'on va avoir. Et plus on avance dans les positions, plus on va les ouvrir. Donc à hijack, on a un petit peu plus de mains. On voit aussi que c'est intéressant d'ajouter des petits connecteurs suités de temps en temps pour pouvoir, en fait, je l'expliquerai un peu plus tard, pour des questions de board coverage, pouvoir jouer quand on a par exemple des as ou des dames ou des rois qui tombent sur le board. Toujours, on va se dire, UTG, il a un avantage de range. Parce que UTG, les seuls as, rois, dames qu'il a, elles sont très fortes, ou ils sont très forts. Et en plus, sa range est composée majoritairement de ce genre de mains. Il a par exemple très peu de 5. Là, le seul 5 qu'on voit dans notre range, c'est paire de 5. Le seul 4 qu'on voit dans notre range, c'est paire de 4. Ce qui fait que pour essayer d'équilibrer un petit peu ça, on va essayer d'ajouter des petits connecteurs suités, par exemple 6 et 7 suités, 7 et 8 suités, pour pouvoir quand même jouer ce genre de situation et pas être automatiquement face-up sur un as. Si on se dit il y a un as sur le board, UTG il l'a, si on n'a pas, on peut lui mettre la pression, on va se faire dominer trop facilement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de rajouter des mains très jouables, à fort potentiel, même si elles sont dominées par des as, des rois, des dames, des mains comme 7-8 suités, 6-7 suités, 8-9 suités, ça peut être intéressant. Ensuite, donc, bon, encore une fois, on voit vraiment bien que plus on avance dans les positions, plus on open large. Au cut-off, on va pouvoir commencer à open presque tous les as off, as 5 off, as 6 off, as 7 off, etc. Parce qu'en fait, il y a moins de gens qui parlent derrière nous, donc on peut se permettre de mettre plus d'agression et de prendre plus de risques. Au bouton, pour vous donner un ordre d'idée, au cut-off, il faut ouvrir entre 30 et 40% de ses mains. Donc là, en vert, on a un peu plus de 30% des mains, donc ça fait quand même beaucoup de mains, finalement. Si le bouton va par exemple avoir tendance à beaucoup nous relancer, à beaucoup nous mettre la pression quand nous on ouvre au cut-off, on va resserrer un petit peu. S'il a tendance à trop fold, on va ouvrir un petit peu. Donc encore une fois, question d'adapter selon les situations. Au bouton, nous on va ouvrir à peu près 50% des mains, donc tous les as, qu'ils soient suités ou non, tous les rois suités, beaucoup de rois off, presque toutes les dames suitées selon le niveau des joueurs en blinde, selon leur manière de s'adapter et de réagir. Presque tous les valets suités, enfin vraiment au bouton. Non seulement on n'a que les blindes qui parlent derrière, mais en plus, on a un avantage, c'est que les blindes, ayant déjà investi de l'argent dans le coup, elles vont défendre une tonne. Et vu qu'elles vont défendre une tonne, nous, on peut se permettre de jouer plus de mains et on les dominera quand même. Par exemple, si on voit qu'on ouvre jusqu'à roi 7 off, on sait que la big blind, elle peut défendre en dessous de roi 7 off. Elle peut défendre roi 6, roi 5, roi 4. Ce qui fait qu'on a quand même majoritairement un avantage sur ce genre de situation. Et en plus de ça, on a la position. C'est-à-dire que quand on va être post-flop, c'est nous qui allons parler en dernier. Donc on pourra prendre beaucoup plus d'informations sur le coup. Et ce sera hyper utile. Ça, je pense que je ferai une vidéo vraiment axée sur l'importance de la position, puisque c'est fondamental au poker. Là, vraiment, donc, on peut ouvrir beaucoup de mains, parce que non seulement on peut mettre de la pression, grâce à la position, et en plus on va dominer les ranges de call des adversaires en big blind et en small blind. Ça, c'est notre range en small blind. Jamais de limp quand on est aussi deep. On le voit de temps en temps, ça peut être intelligent de temps en temps. Cependant, c'est un petit peu comme... si je devais trouver une métaphore, ce serait un petit peu comme un lance-roquette. C'est-à-dire que ça peut être une arme super puissante, mais si vous savez même pas tirer au pistolet, vous n'allez pas commencer à vous amuser à utiliser un lance-roquette. Le limp, c'est un peu ça. En fait, c'est utilisé par les pros. Ça peut être vraiment très fort, mais mal utilisé, vous allez vous faire rouler dessus par l'adversaire. Si l'adversaire sait un petit peu bien jouer, il va automatiquement vous rouler dessus si vous commencez à limper. Donc partez du principe que vous limpez jamais. Vous limpez jamais, vous faites des open, même en small blind. Bon, on verra quand même les ranges de limp qu'on peut essayer de construire.
mais c'est quelque chose de très difficile à gérer. Il faut être capable de mettre des mains très fortes, des mains très faibles, des mains moyennes. Il faut être capable d'avoir une range de limp call, de limp raise, etc. Je vais l'expliquer un peu plus en détail après. Donc de manière générale, évitez de limper. Vous pouvez de temps en temps essayer des limps en small blind et vous allez pouvoir le travailler petit à petit. Au bouton, au cut-off, tout ça, ne limpez jamais. Si vous estimez que vous avez une main suffisamment forte pour rentrer dans un coup, vous pouvez vous permettre de mettre de la pression sur la blinde. Donc commencez pas à limper, à la laisser voir gratuitement un board avec 10-4 off et qui va toucher double paire et vous pourrez même pas le savoir. L'avantage de pas limper, il est dans le fait que quand vous openez, vous l'obligez à rajouter de l'argent pour rentrer dans le coup. Et si vous l'obligez à rajouter de l'argent, la big blind, elle va pas jouer n'importe quelle main. Donc par exemple, elle aura plus 6-2 off, 5-2 off, 5-3 off, des mains comme ça. Et en fait, ça va vous permettre d'affiner sa range et de pouvoir suivre le coup de manière plus facile. Si vous lui mettez 100% des mains potentielles dans un coup, ça va être un petit peu plus compliqué de le voir sur telle ou telle main. Si vous commencez déjà à l'obliger à rajouter 2 blindes par exemple, pré-flop pour entrer dans le coup, vous allez diviser sa range par 2. Et si vous divisez sa range par 2, ce sera beaucoup plus simple de prendre des décisions. Et vous ne le mettrez jamais par exemple sur un board de 2-7-4, il aura presque jamais de double paire. Et ça en fait, ça va vous permettre de prendre des informations et de pouvoir adapter vos plays en fonction. Voilà, donc super important. On voit un petit peu que les ranges sont modifiés si vous comparez aux ranges de 100 bb ou de 50 bb. L'avantage, ça va pas être dans le fait que vous sachiez vos ranges par cœur, que vous appreniez bêtement les peut-être 50 ou 70 tableaux qui sont à savoir. C'est vraiment de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Pour les ranges d'open, UTG, vous n'allez pas open moins bien que As-10 off. Vous allez éviter d'open Roi-10 off, Roi-Valet off, des mains comme ça, sauf si encore une fois en blind ils sont trop faibles. Vous n'allez jamais open des As faibles off. Vous pouvez open tous les As suités, les Rois suités c'est à partir de Roi 9, etc. Ça, je vais vous les laisser, je vous laisserai le diaporama pour avoir accès à toutes les ranges et pouvoir les réviser. Mais le plus important, c'est quand même de comprendre cette logique d'open tight quand on est UTG, un peu moins tight au hijack, un peu moins tight au cutoff, etc. Voilà, les ranges sont un petit peu modifiés quand on est à 50 blind deep par rapport à 100 blind deep, on le voit directement. On a par exemple 6-7 suité qui s'est ajouté, on a 7 et 10 suité qui peut s'ajouter dans la range hijack, des choses comme ça. Au cutoff, à 50 blind deep, on va être capable, encore une fois, selon la réaction des joueurs en face, on va pouvoir de temps en temps être capable d'open tous nos as off. Si par exemple au bouton il est très passif et qu'il va très très peu vous suivre ou vous relancer, qu'il va avoir très peur de rentrer dans un coup, en fait c'est un petit peu comme si vous étiez au bouton alors que vous êtes au cutoff. Vous lui volez en fait sa position de bouton et vous prenez la position à sa place. Mais encore une fois, il faut être sûr, et ça, donc ça va pas se faire en tout début de tournoi. C'est pour ça qu'à 100 blindes, on va quand même être souvent plus tight. C'est le genre de main, c'est le genre de situation en fait au cutoff où quand le bouton est trop tight, on est bouton. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, au bouton, vous allez open vraiment énormément de mains. Là, on voit qu'on open plus de 50% des mains, selon la situation, selon les adversaires. Et là, on va commencer à attaquer un truc un petit peu plus tricky qui est le limp. Je vous ai déjà dit, il faut éviter de limper. Donc ça, cette partie-là, elle s'adresse uniquement aux joueurs qui commencent à être quand même suffisamment avancés pour intégrer des ranges de limp dans leur jeu. Ce qu'on voit directement là, quand c'est en rouge, ça va être des limps presque 100% du temps. Quand c'est en vert, encerclé en rouge, ça va être des limps de temps en temps. Donc il va falloir être capable de mixer notre fréquence, de pouvoir limper de temps en temps, par exemple paire d'as, en small blind, selon les situations. Évitez de le faire encore une fois si vous débutez ou même si vous êtes juste moyen, parce que c'est super dur à bien maîtriser, de mixer des limes de paire d'as, de temps en temps les raise, des choses comme ça. Donc ça c'est les mains, il y a des mains très fortes, as-as, roi-roi, as-9 suité, as-8 suité, des as-10 off, roi-10 off, des mains comme ça, donc ça va être des mains quand même plutôt fortes. On va aussi, pour équilibrer ces mains fortes, mettre des merguez complètes, des 5 de suité, 6 de suité, 7 de suité, des mains comme ça, voire des valets 4 off, des valets 5 off, enfin vraiment des merguez, pour essayer d'aller voir un flop gratuit. Et pour, encore une fois, équilibrer un petit peu l'ensemble, on va mettre des mains moyennes. C'est pour ça qu'on aime beaucoup limper, selon les situations, je répète, hein, évitez quand même de limper si vous pouvez la plupart du temps, si vous n'avez pas encore le niveau.
on va quand même ajouter des dames 10 suitées, des dames 9 suitées, des mains comme ça. Ça va être super intéressant parce que, contrairement à un joueur débutant qui va limper avec à peu près toutes ses mains moyennes ou merguez et miser très cher ses mains fortes, si vous équilibrez bien votre range de limp, vous allez être invisible entre des merguez complètes, jouables, des merguez complètes comme valet 3 off, pas jouables du tout, des mains hyper strong comme paire d'as ou paire de roi, des mains moyennes plus comme as-10, roi-10, et des mains moyennes très jouables comme valet 9 suité, valet 8 suité. Donc on voit bien que la construction de la range de limp, elle est super compliquée à maîtriser, et surtout il faut bien gérer les fréquences pour pas se déséquilibrer en faisant par exemple trop souvent un limp avec paire d'as, et pas assez souvent avec valet 9 suité, typiquement. À 25 blindes, bon ça rejoint ce que j'avais dit au tout début, on va jouer beaucoup plus tight parce qu'on a très peu de jetons et dès qu'on rentre dans un coup, on va potentiellement mettre en danger tout notre stack. Donc UTG, on va avoir une range très très tight où on va même pas open paire de 2, paire de 3 et la plupart du temps même pas paire de 4. Même de temps en temps, on va même pas open paire de 5, paire de 6 si les adversaires en face sont vraiment très agressifs ou très compétents. Au hijack, on ajoute un petit peu plus de mains mais c'est pas non plus énorme. Au cutoff, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, tout en restant plus tight qu'à 50 bb évidemment, mais si le bouton ne profite pas assez de sa situation de bouton, on va lui voler la position. Donc on va être capable d'open plus large, un petit peu comme si on était au bouton, sans abuser non plus, on va pas open... on va très rarement open des mains comme, je sais pas, 8-5 suité par exemple, au cutoff. C'est quand même super light. Maintenant, si vraiment le bouton fold 98% du temps, bon ça n'existe pas 98% du temps, mais s'il fold vraiment trop souvent, on va pas hésiter à mettre de la pression et à jouer comme si on était au bouton. Au bouton, quand on a à peu près 25 blindes, on va open entre 45 et 50% de notre range pour voler la blinde. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que quand on vole la blinde avec ces stack size là, un simple vol de blinde nous fait passer par exemple de 25 blindes à 27-28 blindes. D'autant plus quand il y a des antés dans le coup, on va encore jouer plus large parce qu'il y a plus d'argent à gagner. Donc le risque est plus intéressant. S'il n'y a pas d'anté, bon en tournoi il y a toujours des antés, donc il y a la blinde, la small blinde et un peu plus d'une small blinde à voler. Ce qui fait qu'en fait, en argent mort au milieu, il y a déjà 2 blindes. Donc en fait, vous risquez un coup, vous rentrez dans un coup, vous allez par exemple open à 2 ou à 2,5 pour gagner 2. Si tout le monde fold préflop, vous gagnez 2 blindes directement. Donc c'est souvent encore plus rentable d'open plus large parce qu'il y a des antés. S'il n'y avait pas d'anté, il n'y aurait pas 2 à gagner au milieu, il n'y aurait que 1,5. Et ça fait quand même une différence de 25%. Et 25% de moins à gagner, vous allez prendre un petit peu moins de risques. Donc c'est pour ça qu'on voit par exemple en cash game des ranges qui vont être plus serrés, parce qu'il y a moins d'argent au milieu, donc moins d'avantages à prendre des risques et à essayer de voler les blindes. Là, encore une fois, c'est très tricky. Contentez-vous de jouer les mains en vert en open raise quand vous êtes en small blind à 25 deep, si vous ne savez pas bien gérer le limp. Maintenant, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, là, notre range de limp, elle va être composée de mains qui va falloir être capable de mixer à bonne fréquence, faire de temps en temps avec paire d'as, de temps en temps avec as de suité, de temps en temps avec as de off, de temps en temps avec 5-6 off, 7-5 off, des mains comme ça, pour pouvoir en fait équilibrer les fois où on va toujours limper des mains comme 10-4 suité, 10-3 suité, 6-2 suité, dame de off, des mains comme ça. Donc en fait, pour équilibrer et pas être face-up sur des merguez systématiquement quand on va limper, on met des mains fortes, on met des mains moyennes jouables, et on met des mains avec des bloqueurs qui vont nous empêcher de nous faire raise. Quand on va limper As5, étant donné que la plupart des raises de l'adversaire vont être composés d'As, limper As5, As4, As3, As2, des mains comme ça, ou même composé de roi ou de dame, il va souvent raise des rois ou des dames en big blind sur un limp. L'avantage de limper des mains qui contiennent ce genre de bloqueurs, c'est qu'on diminue les chances de se faire relancer. Si on a un As dans notre main, il en a 25% de moins, donc il y a 25%. Je simplifie largement. Il y a 25% de chances de moins qui nous raise avec un As, forcément, vu qu'on en a un dans notre main. Et ça, c'est vraiment pas négligeable quand on choisit de limper. Encore une fois, ça dépend de l'adversaire. Si l'adversaire joue GTO, il va falloir qu'on équilibre à la perfection notre range de limp. Donc qu'on prenne ce tableau typiquement qui est à peu près GTO. Il va falloir qu'on prenne ce tableau et qu'on l'applique à la perfection. Je pense que vous allez avoir du mal à être capable de réguler la fréquence de limp à 50% tout pile de dame 4 suité, roi 7 suité, des mains comme ça.
vous ne les avez pas suffisamment souvent pour pouvoir savoir que là c'est bon, vous êtes à 50% du temps. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est s'adapter au profil adverse. Par exemple, si vous avez remarqué que la big blind relançait tout le temps quand vous limpez, vous pouvez déséquilibrer votre range de limp et limper plus souvent paire d'as pour essayer de le piéger. Si vous avez vu qu'il relançait systématiquement, vous n'allez pas vous amuser à limper des mains que vous allez fold sur un raise comme dame 2 off, dame 3 off, dame 4 off. Donc en fait, ça c'est les ranges théoriques. C'est hyper important de savoir comment elles sont construites, de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça. Mais encore une fois, la clé du poker, ça va être de s'adapter au profil adverse. Donc limpez pas n'importe quoi si votre adversaire est un maniaque et qu'il va vous relancer systématiquement. Maintenant, on a vu les ranges d'open, on va voir comment est-ce qu'on est censé réagir face aux open. Parce qu'on a UTG qu'open, on est au bouton avec une certaine main, on va pas jouer les mêmes mains que notre range d'open. On va call avec certaines mains, on va 3-bet avec certaines mains, et on va se coucher avec d'autres mains. Donc là, j'ai fait l'inventaire des différentes situations. Selon notre position, s'il y a un open UTG, comment est-ce qu'on réagit au hijack, au cutoff, au bouton en small blind, en big blind. S'il y a un open hijack, comment est-ce qu'on réagit au cutoff, au bouton en small blind, etc. etc. Donc j'ai réduit petit à petit l'éventail des possibilités et je vous ai fait les petits tableaux. Ça, je pense que je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, je vais juste vous expliquer comment est-ce que c'est construit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand UTG open, par exemple, il vous dit qu'il a des mains très très strong. Pour les raisons qu'on a déjà expliquées au début de cette vidéo. UTG, il va open des mains composées d'as très forts, des as suités très forts, enfin tous les as suités, mais du coup il va avoir que des as très forts. Les rois, il va même pas open roi-valet la plupart du temps, donc il va avoir des rois très forts, des mains comme ça. Donc nous, si lui nous dit qu'il a des mains très fortes, on va pas rentrer dans le coup avec n'importe quoi. Si on s'amuse sur open d'UTG à call avec As-4 off au cut-off, on va être dominé systématiquement par sa range. Donc même quand on va toucher un As, ce sera pas bon pour nous. C'est peut-être 90% du temps, j'abuse, hein, mais 90% du temps, c'est lui qui aura un meilleur As que le nôtre et notre top pair, elle vaudra rien. Donc c'est super important, et c'est même sans doute le plus important, de comprendre comment est-ce qu'on réagit face aux open en connaissant les ranges théoriques des open. Si vous remarquez à une table que UTG open, si vous avez un tracker par exemple, bon, si vous n'avez pas de tracker, vous le voyez quand même avec l'expérience. Si vous voyez qu'UTG open 30% des mains, vous savez qu'il open trop large et vous pouvez vous adapter en le 3-bettant plus souvent ou en collant un petit peu plus large. Mais sinon, ça c'est les ranges théoriques de réaction face aux ranges d'open théoriques. Après, il faut savoir bouger selon la situation. Donc là, on va toujours sur open d'UTG quand on est la personne juste à sa gauche ou à hijack. On va toujours relancer avec paire d'as, as-roi suité, paire de roi, roi dame off, paire de dame, paire de valet. On va équilibrer un petit peu avec un semi-bluff qui est roi 9 suité, parce que c'est une main jouable qu'on a quand même envie de jouer à ces positions, et qui contient un bloqueur, donc qui va faire fold plus de mains chez UTG. Parce que ces mains fortes, elles contiennent souvent un roi, et ça, toutes les mains qui contiennent un roi chez UTG vont call notre 3 bêtes. Bah là, on bloque ces mains-là. Donc vu qu'on bloque ces mains-là, lui, il va plus être souvent dans une position avec une main plus faible, comme valet 10 suité ou des mains comme ça, et se comporter moins bien dans un pot 3 bêtes. On va aussi mixer de temps en temps selon le profil, on va pouvoir le 3 bêtes avec paire de 10, avec des bluffs, semi-bluffs, as-8 suité jusqu'à as-4 suité, des as-dame suité, roi-valet suité, roi 10 suité, des mains comme ça. Et 9-10 suité pour aussi... j'expliquerai un petit peu après le concept de polarisation, mais ça va nous permettre d'avoir des boards qu'on peut toucher avec des mains autres que des as ou des rois quand on a 3 bêtes. Si on 3 bêtes que paire d'as, paire de rois, on va être face-up et on va pas pouvoir faire beaucoup d'argent dans des pots 3 bêtes. Donc voilà, là j'ai fait l'inventaire des 3 bêtes ou flat au hijack, au cut-off. Au bouton, on va évidemment plus call, même sur open du TG parce qu'on a la position, donc le coup va être plus facile à jouer. Et on va jouer que des mains jouables. Vous voyez qu'à peu près toute notre range de call, elle est composée de mains suitées. On a toujours notre range de 3 bêtes qui est composée de mains fortes. As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet. Et on va plus l'équilibrer aussi avec des mains plus faibles comme 9-10 suité, 8-10 suité. Et ajouter plus de petits rois suités. Roi 8 suité, Roi 9 suité, des mains comme ça. Encore une fois, le concept de bloqueur est super important dans les ranges.
parce que ça va nous permettre de réduire les probabilités que notre adversaire nous domine. Si on le 3-bet avec roi 10 suité et qu'il nous colle, bon, il peut avoir un roi évidemment, mais on diminue les probabilités qu'il nous crush avec des mains comme As-Roi, des mains comme Roi-Dame, des mains comme ça. Donc ça peut être un avantage de choisir des mains à bloqueur pour le 3-bet. Des Rois-Valets suités, des As-7 suités, des mains comme ça. En small blind, c'est un petit peu pareil. La seule différence, c'est qu'on n'a vraiment pas envie de jouer hors de position. Parce qu'en small blind, on va toujours être le premier à parler post-flop. Donc il va falloir jouer tight, ou en tout cas, quand on rentre dans un coin small blind, la plupart du temps, il faut qu'on le 3-bet. C'est-à-dire que vraiment, il faut qu'on prenne l'agression parce que sinon, on va faire que subir à chaque fois qu'on est en small blind. En small blind, on est le premier à parler. Si on a flat pré-flop, on va pratiquement systématiquement checker au flop et c'est nous qui allons subir l'agression. Et on va perdre beaucoup d'argent dans cette situation. Donc c'est important de jouer tight en small blind, d'être capable sur un open UTG de fold valet dame off, par exemple. Ça, c'est une main qu'on voit très souvent être call en small blind, mais c'est un snap fold. Parce que valet dame off, c'est une main qui est dominée par toute la range d'UTG. As dame, roi dame, des dames valet, des as valet, des rois valet. Mais par contre, il va pas jouer dame 10 et il va pas jouer valet 10 la plupart du temps. Donc en fait, valet dame off, même si on pense que c'est une bonne main, sa range nous crush tellement, couplé au fait qu'on est hors de position, c'est vraiment pas le genre de main qu'on va avoir envie de jouer. En big blind, c'est très très large notre range de défense, parce que évidemment on a déjà investi une blinde dans le coup, donc on a moins d'argent à rajouter pour défendre notre blinde. Si on est par exemple au cut-off, on n'a pas du tout investi d'argent. Si UTG open à 3, il faut qu'on paye 3. Là, si UTG open à 3, il faut qu'on paye plus que 2, parce qu'il y a déjà 1 au milieu. Et donc ça, en fait, ça fait qu'on a moins à risquer dans le coup, donc on peut se permettre de jouer beaucoup plus de coups. On va jouer que des mains jouables, donc toutes les mains suitées, par exemple. Encore une fois, c'est adaptable au profil de l'adversaire et à toutes ces choses-là. Mais on peut théoriquement jouer toutes les mains suitées et le 3-bet avec un board coverage qui va être très large. On va le 3-bet avec des mains très fortes, des As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, etc. Et on va le 3-bet avec des merguez, avec des 5-4 suités, des 5-6 suités, des 6-4 suités. Et ajouter ce genre de merguez dans notre range de 3-bet, en fait, ça va nous permettre de toucher à peu près tous les boards. Ce qui veut dire que lui, il a UTG, on sait qu'il a très peu de 7, très peu de 6, très peu de 5, comme je l'ai expliqué au début. Ce qui veut dire que quand nous, on 3-bet et qu'il nous call et qu'on a un petit board avec des petites cartes, nous, on le touche, tandis qu'UTG ne va pas le toucher. Et ça va nous permettre, nous, d'avoir un avantage de range, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un avantage de range grâce aux petites cartes, bien qu'on ait 3-bet. Donc en fait, on va pouvoir 3-bet des mains faibles et des mains très fortes pour équilibrer. Sinon, au-delà de ça, quand on est juste en big blind et qu'on just call l'open de UTG par exemple, on va avoir un avantage de range sur tous les low boards. UTG n'a presque aucune petite carte dans sa range. Donc nous, juste, on a des petites cartes, on a un avantage de range, et s'il y a un 4, un 5, un 6, des mains comme ça, on va pas être dominé par l'adversaire. Ce qui veut dire que, contrairement à s'il y a un As, où lui il a que des As forts et nous, si on jouait potentiellement des As faibles, vous voyez là qu'on joue pas de As8 à As2 sur Open UTG. Parce que nos As sont tous dominés par sa range. En revanche, nos 6, nos 4, nos 7, les mains comme ça, c'est pas du tout dominé par sa range parce qu'il en a pratiquement pas. Donc là, j'ai fait le même inventaire des ranges quand c'est hijack qui open. Bon, c'est un peu le même principe. Et plus on avance dans le coup, plus on avance à la table, plus on peut se permettre de jouer des mains et de 3-bet un petit peu plus de mains light. Parce que l'adversaire a moins de mains très strong, vu qu'il open plus large, et on peut se permettre du coup de mettre un petit peu plus de pression ou de suivre avec des mains un peu plus faibles. Donc là, c'est la range de défense cut-off quand c'est hijack qui open, la range de défense bouton quand c'est hijack open, small blind, big blind, toujours avec des 3-bets qu'on va faire presque tout le temps, des 3-bets qu'on va faire 50% du temps et des 3-bets qu'on va jamais faire. On va jamais 3-bet paire de 2 en small blind sur un open du hijack. Ça, c'est complètement débile. On va juste set miner si on a des bonnes cotes, ou fold si on n'a pas des bonnes cotes. Mais on va pas 3-bet ce genre de main. Voilà, ça c'est la réaction par rapport à l'open du cutoff. La réaction par rapport à l'open du bouton. Bouton, il open 50 voire 60% des mains. Donc sachant ça, nous, si on le 3-bet et qu'on l'oblige à rajouter de l'argent dans le coup, on a presque toujours raison sur le fait qu'on va l'emmerder.
Donc on va pas du tout hésiter à énormément le 3 bet. Là on a une range de 3 bet qui est énorme en small blind sur l'open du bouton, entre 15 et 20%. Parce qu'en fait lui il open tout, toutes les mains suitées. Donc nous on peut se permettre de lui mettre de la pression, même avec des valets 9, des dames 9, des 9-7 suités, des mains comme ça. Jouer énormément de 3 bêtes potentiels, parce que lui, presque tout le temps, il va être obligé de fold. Et l'avantage aussi de faire ça quand on est en small blind, encore une fois, c'est que s'il nous call, c'est nous qui avons gagné l'agression grâce aux 3 bêtes. Et en plus de ça, on n'a pas envie de just call la plupart du temps, et de jouer un coup hors de position contre le bouton. Parce que lui, il va pratiquement tout le temps bet le flop, par exemple, et nous, la plupart du temps, on n'aura pas touché, et on va être obligé de se barrer. Donc tout se joue entre la small blind et le bouton pratiquement au préflop. Small blind va énormément 3-bet le bouton quand il abuse trop et va un petit peu se calmer s'il abuse pas non plus de fou et qu'il joue pas tant de mains que ça. Et ça après, mais ça je l'expliquerai dans une autre vidéo, on est encore à l'étape du dessus, c'est que bouton va open trop large, donc la small blind pour se défendre va à 3-bet très large aussi, et donc le bouton petit à petit va construire une range de re-raise, donc de 4 bêtes, pour punir la small blind qui elle-même punissait le bouton. Et après on rentre dans un mindfuck assez terrible et on construit des ranges de 4 bêtes pour défendre sur les 3 bêtes de la small blind, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ici. Et en blind versus blind, j'ai fait du coup l'inventaire de comment est-ce qu'on réagit à un limp quand on est en big blind et comment est-ce qu'on réagit à un open quand on est en big blind. Contre un limp, on va raise toutes nos mains très fortes et on va raise pour équilibrer l'idée de raise que des mains fortes tout le temps et être face-up du coup sur des mains fortes quand on nous limp et qu'on raise. On va équilibrer avec à peu près toutes les mains. Pas les mains moyennes type valet 5 suité, dame 5, 10, 5 suité, des mains comme ça. Celle-là, on va just check et jouer le coup post-flop tranquillement. Mais sinon, on va pouvoir équilibrer en raisant à petite fréquence, mais de temps en temps, des merguez complètes. Comme ça, notre adversaire, si on le fait à bonne fréquence, si on raise 2 set-off sur un limp, par exemple, et qu'on gagne le coup pré-flop avec 2 set-off, c'est magnifique. Parce qu'on est censé toujours perdre le coup de set-off pire main du poker, dans mon cœur, mais c'est quand même mathématiquement la pire main du poker. Et si on gagne le coup pré-flop avec cette merguez complète, c'est une super victoire. Et d'autant plus, si on le raise que avec paire d'as as roi, on va être face-up, alors que là, ajouter et des merguez complètes, et des mains moyennes jouables, et des mains très très fortes, ça va être super fort contre les limps. Le limper va pas trop savoir comment réagir, s'il doit nous re-raise all-in, bah, il doit le faire s'il sait qu'on raise trop souvent 2 set-off par exemple, ou 3 set-off, mais il va pas le faire assez souvent s'il sait qu'on raise que paire d'as. Et donc nous, pour l'obliger à arrêter de limper gratos, on va du coup vraiment bien équilibrer cette range de défense. Donc ça pareil, de toute façon je vais vous laisser le PDF, vous pourrez vous replonger dans la construction de cette range, mais c'est important de comprendre qu'il faut qu'on équilibre avec des merguez et des mains très fortes. Ensuite, la big blind qui va se défendre contre des open, c'est complètement différent. Ne serait-ce que par la construction de la range d'open de la small blind. On va 3-bet des mains très fortes, on va 3-bet des mains moyennes avec un bloqueur, donc par exemple roi 4, roi 3, roi 2 off, as 2 off, dame 6 off, des mains comme ça. On va 3-bet quelques mains moyennes jouables à peu près, type valet 8 off, 8, 10 off, et 3-bet par-ci par-là quelques merguez complètes, mais suitées quand même, des fois qu'il faille se défendre. 9 de suité, 8, 3 suité, 8 de suité, c'est des très bons candidats. Parce qu'on va toucher des très low boards, des boards moyens avec des 9 et des 10, enfin et des 8 plutôt, mais quand il y a un 10, le 8 nous permet de jouer des choses. Et donc voilà, là ça va nous permettre vraiment d'avoir un petit peu de tout dans notre range de 3 bêtes face à un open de la small blind. Maintenant, super important, on va focus un petit peu sur comment est-ce qu'on adapte notre range à une situation. Il y a 3 grands concepts de range à connaître. La range capée. La range capée, par définition, c'est une range qui ne contient à peu près aucune main forte. Au cours d'un coup, on peut, si un adversaire n'a pas de check raise, si un adversaire n'a pas 3 bêtes, si un adversaire n'a pas c bêtes ou ce genre de choses, on peut caper la range de l'adversaire et lui enlever quelques mains qui sont censées, dans une situation, être très fortes. Une range mergée, ça va être une range orientée value, avec des mains très fortes et des mains un petit peu moins fortes, mais quand même fortes. Par exemple, roi-valet, typiquement, c'est un bon candidat à ajouter dans une range mergée préflop. Et une range polarisée. La range polarisée va contenir des mains super fortes, paire d'as, as-roi,
de temps en temps As-Dame, paire de valet, paire de dame, paire de roi, des choses comme ça, pré-flop, et des mains très faibles pour équilibrer. Donc en fait, quand on a une range polarisée, on est entre des bluffs random, enfin des bluffs pas random, mais des bluffs avec des mains très faibles et des mains très très fortes. Donc en fait, c'est tout ou rien. La range mergée, c'est tout ou quand même quelque chose de fort. Et la range capée, c'est on n'a rien de fort. Ça, c'est un exemple de range capée, donc je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand UTG Open, on a une range de défense au bouton avec des flats, des 3 bêtes et des mains un petit peu mixées entre le 3 bet et le flat. Si on open UTG et que bouton nous a just call par exemple, on peut caper sa range, on peut dire que sa range est capée parce qu'on va lui enlever paire d'as qui doit toujours 3 bêtes, paire de roi, as-roi, as-roi suité, paire de dame, paire de valet, des choses comme ça. Il a encore quelques mains un peu fortes, dans le sens, et c'est aussi l'avantage de mixer entre des flats et des 3 bêtes, c'est pour pas caper sa range complètement. Il a encore quelques as-dame, il a encore quelques as-valet suité, des as-10 suité, des mains comme ça. S'il est capable évidemment de bien mixer ses fréquences. Mais il est quand même capé dans le sens où il va pas avoir paire d'as, pas paire de roi, pas paire de dame, parce que ça c'est des 3 bêtes 100% du temps. Vous pouvez jouer dans des coups tricky contre des adversaires compétents ou très mauvais, des pots où ils vont pas 3 bêtes paire d'as, donc faut quand même bien analyser l'adversaire avant, mais la plupart du temps vous faites pas 3 bêtes, vous enlevez paire d'as de la range de l'adversaire, et donc sa range devient capée. Le concept peut aussi marcher post-flop. Si l'adversaire n'a pas pris un check raise, vous lui enlevez les flush draws ou des choses comme ça. Ça peut largement fonctionner aussi. Ou s'il n'a pas ses bêtes, vous allez lui enlever la top pair. C'est pas tout le temps vrai, ça dépend des fréquences, ça dépend des boards, ça dépend des situations. Mais c'est important de savoir quand est-ce que vous pouvez caper une range. Une range mergée, donc ça typiquement c'est un bon exemple de range de 3 bêtes mergées. Ça va être des mains très fortes, donc les As, Roi, Roi, As, Roi, etc. Et des mains fortes, mais pas non plus monstrueuses. Par exemple, Roi Valet, Dame Valet, Roi 18, As 18, des mains comme ça. Donc ça, c'est un exemple typique de range de 3 bêtes mergées. Et ici, c'est un exemple de range polarisé. Donc on va enlever les mains fortes, mais plus moyennes, type As-Dame, type As-Valet, type Roi Dame off, type des mains comme ça. Cependant, on va avoir les mains super strong, paire d'As, As-Roi, As-Roi suité, paire de Roi. Des mains très faibles, mais jouables quand même. Ça, c'est un bon exemple de range polarisé en 3 bêtes. On ne sait pas s'il a un monstre absolu ou s'il a une merguez type 5-6 suité, 7-5 suité, des mains comme ça. Donc ça, c'est un bon exemple de range polarisé. Comment est-ce qu'on s'adapte au profil? Ça, c'est super important. Selon un profil et une situation, en fait, on va pouvoir jouer, par exemple, merger dans ces 3 bêtes ou polariser dans ces 3 bêtes. Si on joue contre un joueur qui call beaucoup trop nos 3 bêtes, on va pouvoir se permettre de le 3 bêtes de manière plus mergée. S'il call des mains comme As-4 off, As-5 off, Valet 10 off, des mains comme ça, nous, ça ne nous dérange pas de 3 bêtes des mains comme As-10 off. Ça ne nous dérange même pas de 3 bêtes des mains comme Roi 10 off, des mains comme ça, des As-9 off, des mains en fait fortes, mais qu'on peut inclure dans une range mergée parce que l'adversaire call trop. Et s'il call des As-4 off, nous, notre range de 3 bêtes mergées va quand même dominer sa range de call. Donc ça, c'est super important contre un fish, typiquement. Un fish, faut pas hésiter à le 3 bêtes mergé. Parce que si vous commencez à jouer des coups tricky pour pas être face-up sur votre range trop strong, à mettre des 6-8 suités, des mains comme ça, en fait, vous tapez contre un mur parce que le fish, il va call tous ses as, tous ses rois des mains comme ça. Donc, contentez-vous de 3 bêtes des mains fortes, type As-10, As-9, donc pas non plus monstrueuses, mais quand même suffisamment fortes, qui dominent la range de call de l'adversaire. Donc, contre un fish, on va se merger. Contre un joueur compétent, on va préférer se polariser la plupart du temps. Par exemple, si vous le 3-BT et que dans sa range de call 3-bet, il y a le pire as, ça va être As-Valet. Si vous commencez à le 3-BT avec As-9 off, vous allez vous prendre un mur dans les dents parce que vous allez le 3-bet et vous ne serez pas du tout gagnant quand il y aura un As, par exemple. Contre un fish, vous 3-BT As-9 off, vous avez presque toujours le meilleur As. Contre un joueur plus tight, vous 3-BT As-10 ou As-Valet, vous avez très souvent le moins bon As. Donc c'est important d'adapter en fonction de comment est-ce qu'on voit que nos adversaires construisent leur range. Également, contre un bon adversaire, on va préférer, pour ne pas se faire exploiter, avoir plus de board coverage. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se polariser un petit peu dans nos 3 bêtes, parce qu'on va pouvoir mettre des 6-8 suités, des 5-6 suités, des mains comme ça, qui vont faire que même dans un pot 3 bêtes, nous, on peut encore se défendre. On n'a pas que Dame 10 off plus, comme dans une range mergée,
que des as, que des dames, que des rois, des choses comme ça. On a vraiment un peu de tout, et avoir un peu de tout, c'est super important contre des joueurs compétents pour pas se faire exploiter selon toutes les situations. Également, donc là on a vu quand est-ce qu'il fallait se merger, quand est-ce qu'il fallait se polariser, pré-flop. Il y a aussi tous ces concepts-là post-flop, mais je les verrai dans d'autres vidéos. Et également, un truc important à savoir, le concept de range capé. C'est super intéressant parce que vous pouvez prendre énormément d'avantages quand un adversaire a une range capée. Si votre adversaire a une range capée, vous allez pouvoir lui mettre un max de pression. S'il a par exemple, je sais pas, check back un board As-Roi Valet avec un flush draw, il a pratiquement jamais de flush draw et il a pratiquement jamais de top pair. Il aurait presque toujours c-bet sa top pair pour value sur les tirages flush par exemple, et il aurait presque toujours c-bet son flush draw pour essayer de nous faire coucher des mains meilleures. Donc là, typiquement, quand il scap en check-backant un board comme ça, il a jamais de top pair, jamais de flush draw. Donc il est capé. Vous pourrez lui mettre la pression si la couleur rentre, vous aurez donc plus d'avantages à bluffer. Vous pourrez lui mettre la pression si la couleur rentre pas, mais mettre beaucoup de pression parce que lui, il n'a pas d'as, par exemple, il n'a pas la top pair à l'as. Il va avoir que des secondes paires, et si vous envoyez un parpaing flop, enfin un flop du coup il a check-back, donc il n'y a pas de parpaing, un parpaing turn et un énorme parpaing river, il va toujours abandonner pratiquement sa deuxième ou troisième paire. Donc ça va être important de savoir quand est-ce que notre adversaire a une range capée et l'exploiter. Et dès le pré-flop, vous avez une super information sur le capage de la range de l'adversaire. S'il n'a pas 3 bêtes, il n'a pas paire d'as, il n'a pas paire de roi, il n'a pas as-roi, il n'a pas des mains comme ça. Donc c'est super intéressant de focus sur est-ce que notre adversaire se merge dans une situation, est-ce qu'il se polarise, est-ce qu'il se capte, etc. Donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de qu'est-ce qu'était une range, de comment ça fonctionnait, de pourquoi est-ce que ça avait été créé comme ça, de à quel point il fallait être de plus en plus large sur nos open, à quel point on pouvait être de plus en plus large sur notre défense selon la personne qui avait open. C'est super important également de savoir s'adapter à son adversaire, savoir merger sa range, savoir polariser sa range, savoir exploiter les ligues de l'adversaire. S'il va trop limper, le relancer beaucoup. S'il va pas assez relancer les limps, ne pas hésiter à limp des merguez pour aller voir des flops presque gratuitement. S'il call trop les 3 bêtes, ne pas hésiter à 3 bêtes merger. S'il les call pas assez, ne pas hésiter à 3 bêtes plus polarisées, des choses comme ça. Donc voilà ce que je vous propose de faire une fois que vous avez regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas tout compris, re-regardez-la, puisqu'il y a quand même énormément de concepts super importants à comprendre. Après, vous vous posez à tête reposée, vous essayez de comprendre par vous-même comment est-ce que les ranges sont construites. Vous apprenez un petit peu les différents rouages, les différents ranges d'open, UTG, cutoff, hijack, bouton, etc. Quel genre de main on peut mettre dans une range de 3 bêtes selon un open d'une certaine position. Vous vous imprégnez un petit peu de ça. Je vais vous mettre le PDF en commentaire dans la vidéo. Et après, il n'y a plus qu'à pratiquer. Vous prenez vos ranges, vous prenez tout ce que vous avez appris ici et vous essayez de le mettre en pratique. Ça va pas marcher du premier coup. Il y a des fois vous allez vous dire mince, est-ce que roi 18 c'est un bon 3 bet ici, c'est hijack à open, machin. On vous demande pas d'être parfait, mais si déjà vous comprenez petit à petit comment est-ce que ça marche, vous allez vraiment devenir largement meilleur avec le temps. D'autant plus quand on sait que le concept de range est surtout le pré-flop. C'est presque 80% du taf. Si vous avez un jeu solide pré-flop, que vous êtes capable de bien construire vos 3 bêtes et de super bien construire vos open et de pas trop suivre, de pas trop flat quand un adversaire a open. Par exemple, moi un énorme déclic, c'est d'arrêter de suivre en small blind Dame Valet off sur Open UTG. Quand j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que je devais fold cette main et que j'ai commencé à le faire, les résultats ils sont, bon, il y a la variance etc. Mais ma manière d'appréhender les coups elle s'est changée instantanément. Donc vraiment, imprégnez-vous de tout ça et essayez de pratiquer un maximum et vous allez finir par avoir des ranges dans votre tête largement bien construites et vous comprendrez tout ce que vous faites et vous pourrez après vous concentrer sur d'autres aspects du jeu, typiquement le post-flop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.